Jésuites et francs-maçons, les coulisses d'une relation trouble. Je vais vous lire un article de Jean-Moïse Breitberg. L'élection en 2013 du cardinal jésuite argentin Bergoglio et les positions en apparence progressistes qu'il a prises en tant que pape François ont fait renaître le vieux fantasme d'un complot maçonnique à l'intérieur de l'Église. C'est oublier que la même accusation d'infiltration fut portée dans le passé par les francs-maçons contre les jésuites. S'il faut faire table rase aujourd'hui de ces accusations, l'histoire montre que les relations entre la Compagnie de Jésus et le courant spiritualiste de la franc-maçonnerie sont empreintes d'une fascination réciproque. Ce ne serait pas une surprise de découvrir que François soit franc-maçon, le pape François, car en effet ses croyances, qui se sont manifestées par ses œuvres et ses actions, sont maçonniques. Il s'agit parmi bien d'autres d'une des accusations portées contre lui que les fanatiques américains du monastère de la Très Sainte Famille, situé dans l'État de New York, portent contre le premier pape jésuite de l'histoire de l'Église. En France, ces accusations sont relayées par le site complotiste lelibrepenseur.org, très regardé, qui présente une photo du pape légendé pape François, grand maître de la loge du Vatican. Pour comprendre les vraies raisons de cette apostasie supposée du pape François, il faut se rendre sur le site de Michel Dastier de la Vigerie, ancienne journaliste et chef d'entreprise. Devenue gourou évangéliste menant une croisade à la fois anti-catholique, anti-musulmane et anti-maçonnique, cette ex-collaboratrice de l'ancien Premier ministre socialiste Édith Cresson prétend sur son site que le pape François est l'instrument d'un grand complot. Sous le titre « La face cachée des jésuites, le pape François et le nouvel ordre mondial », elle écrit « Ignace de Loyola, juif marane, c'est-à-dire juif séfarade converti au catholicisme, est le père fondateur de cet ordre qui, sous des apparences très religieuses, mène un combat féroce pour imposer, et ce depuis des siècles, une doctrine et des actions plus ou moins subversives basées sur l'infiltration, l'inculturation et surtout une stricte obéissance au pape romain. Bon sang, mais c'est bien sûr. Jésuites, juifs, francs-maçons, tous unis pour régner sur le monde et lui imposer quoi au juste ? On n'en sait fichtre rien, mais là n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est de jeter le trouble, faire croire que les faits proposés à notre raison ne sont que le reflet déformé d'une vérité cachée, occulte, méphistophélique. Cette paranoïa haineuse, abondamment décrite dans l'œuvre d'Umberto Eco, prend racine, pour ce qui concerne les jésuites, dès la fondation de l'ordre. Inigo Ignace de Loyola, gentilhomme basque voué au métier des armes et un esprit brillant, possédé par une vie intérieure intense. Sa foi ardente, il la conquiert à la façon d'un soldat, forçant les uns après les autres les remparts qui en lui-même font barrage à l'appel de Dieu. Il en résulte ces exercices spirituels, méthodes pratiques pour suivre le chemin de l'obéissance. Dès l'origine, un soupçon pèse sur Loyola. Dans l'Espagne du XVIe siècle, pour les Juifs, la conversion au christianisme ne suffit plus pour échapper à la vindicte de l'Église. La grève chrétienne a tellement bien pris que de nombreux conversos occupent des postes importants dans l'Église. Thérèse d'Avila en est le plus brillant exemple, et par alliance dans la plupart des familles aristocratiques. C'est alors que naît la première idée raciste de l'histoire moderne, celle de la limpiezza de sangre, la pureté de sang que l'on exige jusqu'à 5 générations pour quiconque prétend exercer quelque fonction dans la société espagnole. La suspicion se généralise et Loyola n'y échappe pas. Un des frères d'Inigo, installé à Murcie, doit proclamer que comme tous les natifs de la province basque de Guipuzcoan, il est descendant de vieux chrétiens limpios de mala raza, purs de sale race. Une anecdote rapportée par Pedro de Ribadeneyra, contemporain et proche de Loyola, montre que ce dernier n'est pas insensible à la question juive. Je cite « Un jour que nous déjeunions en grande compagnie, le Padre Maestro déclara qu'il tiendrait pour une grâce spéciale de notre Seigneur et de la glorieuse Vierge Marie de descendre d'un lignage juif qui le ferait entrer dans la parenté du Christ et de sa mère. Philosémite, dira-t-on aujourd'hui, Loyola recrute parmi les conversos, de sorte que 2 de ses compagnons les plus proches, Juan de Polanco et son successeur immédiat Diego Lainez, seront d'ascendance juive. L'ordre nouvellement fondé des jésuites s'attira bientôt l'exclusivité de haine et de crainte qui ne se laisse comparer qu'aux accusations traditionnellement adressées aux juifs, les jésuites, juifs de substitution. L'usage de la langue le suggère bien lorsqu'on s'arrête au sens second et péjoratif des termes.
écrit l'historien de l'antisémitisme Léon Poliakov. On a beaucoup reproché aux jésuites d'avoir introduit l'esprit pharisien rabbinique. Écrit-il encore à propos de la casuistique, cette démarche jésuitique qui consiste à catégoriser les différentes sortes de péchés en fonction des cas et des circonstances. Théorie du complot. En 1614 sont publiées à Cracovie les Monita Secreta, les instructions secrètes, dans lesquelles le prêtre polonais Jérôme Zaorowski et conduit par la compagnie, couche sur le papier la première théorie du complot moderne. Au fil de 17 chapitres, l'ouvrage détaille les soi-disant instructions données aux jésuites pour réaliser leur grand dessein de conquérir et de dominer le monde, en adoptant une attitude de feinte humilité, autant qu'en montrant une foi frelatée. Condamné comme faux et diffamatoire l'année suivante, l'ouvrage connaît néanmoins 22 éditions en 7 langues différentes, et sera encore donné comme preuve de la fourberie des jésuites par les francs-maçons au début du XXe siècle. S'ajoute aux Monita quantité d'écrits anti-jésuites, aussi bien catholiques que protestants. Et jansénistes pour le cas de Pascal, qui publie en 1656 ses Provinciales, mémoires de style épistolaire en défense d'Antoine Arnauld, janséniste en lutte contre un prétendu laxisme des jésuites en matière de doctrine de la grâce. À cette époque, les jésuites de France ont déjà fait l'objet d'une persécution à la suite de l'attentat manqué contre Henri IV de 1594. Le jeune Jean Châtel, qui tenta de poignarder le roi, avait été leur élève. Il fut écartelé. Jean Guignard, l'un de ses maîtres, fut pendu et brûlé en place de Grève. L'ordre fut expulsé de France. Mais en 1604, se ravisant, le Vert galant autorisa le retour des jésuites et prit même l'un d'entre eux, le père Coton, pour confesseur. La puissance et l'influence acquises par les jésuites au XVIIIe siècle suscitaient jalousie et rancœur. Présents dans toute l'Europe, y compris la Russie, en Chine, en Inde et dans les colonies américaines de l'Espagne et du Portugal, leur statut particulier qui en faisait les obéissants serviteurs du pape ne plaisait pas au gouvernement. En 1759, ce fut d'abord l'expulsion du Portugal et de ses colonies. En France, où l'esprit gallican était fort et où un jansénisme rassis hantait la noblesse de robe, le Parlement de Paris, prenant prétexte d'une obscure affaire de faillite, prononça en 1763 le bannissement de la Compagnie. Parce que, disait l'arrêt, la Compagnie de Jésus nuit à l'ordre civil, viole la loi naturelle, détruit la religion et la moralité, corrompt la jeunesse. Les collègues jésuites furent fermés, mais les prêtres de la Compagnie purent rester en France à condition de se comporter en fidèles sujets du roi et d'exercer leur ministère sous l'autorité des évêques. En 1767, ce fut l'Espagne qui, irritée de l'action émancipatrice des jésuites auprès des Indiens du Paraguay, prononça l'expulsion. L'influence espagnole en Sicile, à Naples et à Parme les en chassa également. Le mouvement alla crescendo jusqu'à l'interdiction universelle prononcée par le pape Benoît XIV en 1773 au terme du bref ordre apostolique Dominus ac Redemptor. Nous sommes alors en plein siècle des Lumières, âge d'or de la franc-maçonnerie européenne. Une franc-maçonnerie catholique et aristocratique en France qui, même lorsqu'elle est éclairée, n'a pas grand-chose à voir avec la franc-maçonnerie du XIXe siècle. Au Portugal, c'est le marquis de Pombal, premier ministre franc-maçon du roi Joseph Ier, qui pousse à l'expulsion des jésuites dès 1759. Ces raisons sont plus politiques que doctrinales. Prenant prétexte de ce qu'un jésuite avait publié un écrit voyant dans le terrible tremblement de terre de 1755 un châtiment de Dieu contre le Portugal, le marquis éclairé saisit l'occasion pour se débarrasser des concurrents gênants et asseoir son pouvoir. L'auteur de l'écrit, le père Gabriel Malgrida, ancien missionnaire au Brésil, âgé de 71 ans, est arrêté, torturé et brûlé sur ordre du marquis de Pombal. Dans l'interdiction de 1773, c'est aussi un franc-maçon, José Moninho y Redondo, comte de Florida Blanca, ambassadeur d'Espagne auprès du pape, qui pousse ce dernier à prendre une décision définitive. Là encore, la mesure est politique. Il s'agit pour le roi Charles III de manifester son indépendance à l'égard de l'Église. Son ministre de la Justice, Manuel de Roda, qui est le principal instigateur de l'expulsion, écrit au duc de Choiseul « Nous avons tué le fils. Il nous reste maintenant à faire de même avec la mère, notre sainte Église romaine. » À l'article « Jésuite » du dictionnaire philosophique, Voltaire écrit « On pardonne tout, hors l'orgueil.
Voilà pourquoi tous les parlements du royaume, dont les membres avaient été pour la plupart leurs disciples, ont saisi la première occasion de les anéantir, et la terre entière s'est réjouie de leur chute. L'auteur du Candide, dans lequel il les ridiculise, sait cependant reconnaître quelques qualités à ses anciens maîtres, dont il fut l'élève 7 ans durant. Voltaire parle d'une singulière société, dans laquelle, je cite, « il faut avouer qu'on a vu et qu'on voit encore des hommes d'un rare mérite ». C'est en 1814, après 40 années de tourmente en Europe, que le pape Pie VII rétablit l'ordre dans ses droits. Mais le monde a changé. Les jésuites, qui étaient près de 25 000 de par le monde avant l'interdiction, ne sont plus que 2 000. Cela n'empêche pas certains de voir en eux un danger, non plus cette fois pour l'indépendance des monarchies, mais pour les Lumières. Alors je vous lis le petit encart dans l'article. La Compagnie de Jésus, société initiatique. On ne devient jésuite qu'au terme d'un long parcours qui s'apparente à une initiation. Approuvée par le pape Paul III en 1540, la Compagnie de Jésus est un ordre religieux ayant la particularité de relever directement de l'autorité du pape, mais ayant à sa tête un supérieur général, Praepositus Generalis, appelé aussi Père général, général ou familièrement Pape noir élu à vie. Il dispose d'une autorité absolue sur la compagnie, nomme les provinciaux, les préposés aux maisons professes, les recteurs des collèges et séminaires. Sous ses ordres se trouvent des assistants dont les tâches sont réparties par zone géographique ou par ministère. Par exemple, l'enseignement et qui forment le conseil consultatif auprès du général. À la différence des prêtres ordinaires, les jésuites dépendent de leur supérieur provincial et non de l'évêque. La devise de la compagnie est Ad majorem Dei gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Outre l'enseignement qui s'étend à tous les niveaux, les jésuites pratiquent la prédication, sont missionnaires, directeurs de conscience, enseignent la théologie, effectuent des recherches scientifiques, etc. La spiritualité de la compagnie repose sur les exercices spirituels composés par Ignace de Loyola et se caractérise par une obéissance absolue au pape selon le principe perinde ac cadaver, à la façon d'un cadavre. L'admission dans la compagnie se fait au terme d'un long parcours. Le postulant est d'abord soumis à un entretien, puis s'il est accepté, doit rédiger une autobiographie spirituelle qui n'est pas sans rappeler le testament philosophique. Il doit s'entretenir avec 4 jésuites avant que le père provincial ne décide de l'admission du candidat au noviciat qui dure 2 ans. Le novice fait la grande retraite des 30 jours, des exercices spirituels et diverses expérimentations, pèlerinage, stage en hôpital. Dans la 2e année, un expériment long de quelques mois amène le novice à expérimenter un aspect de la vie apostolique jésuite. À la fin de cette période, le novice prononce des vœux perpétuels de pauvreté, chasteté et obéissance. S'ensuit une période de 2 ans consacrée à l'étude de la philosophie. Vient ensuite une période de travail de 2 ans que l'on nomme régence. Elle consiste en un engagement apostolique à temps plein, souvent dans l'enseignement. Les futurs prêtres font ensuite 4 ou 5 années d'études théologiques. Après 3 années d'études de théologie, le jésuite en formation est ordonné diacre, puis prêtre l'année suivante. Acharnement réciproque. L'acharnement jésuitique à combattre les idées nouvelles motive-t-il l'acharnement maçonnique à imaginer un complot jésuitique contre leur ordre ? C'est peu probable, car l'idée d'une compagnie de Jésus associée à toutes sortes de complots est bien plus ancienne que les Lumières maçonniques. En 1788, le frère Nicolas Bonneville fait paraître à Londres un ouvrage intitulé « Les jésuites chassés de la maçonnerie et leurs poignards brisés par les maçons ». Il y écrit notamment « Nous montrons actuellement la ressemblance évidente des 4 grades maçonniques, des milliers de loges dédiées à Saint-Jean, avec les 4 degrés ou professions de la compagnie de Saint-Ignace. » Voire encadré. L'ouvrage, écrit Charles Porcé, s'inscrit dans le cadre d'une accusation vague mais récurrente qui, dès le XVIIe siècle, avait associé les sectateurs de Saint-Ignace à la Rose-Croix. Bonneville, l'initiateur sous la Révolution d'un cercle social auquel participe Condorcet, croit en une forme de franc-maçonnerie nouvelle, porteuse d'un messianisme politique. C'est pourquoi il veut rompre avec la franc-maçonnerie ancienne qu'il croit aux mains des jésuites. Je savais, écrit-il, que le système parlementaire était celui des restes du jésuitisme.
Je savais alors que ces restes des jésuites avaient tout mis en œuvre pour substituer leur stupide emblème de leurs 4 vœux aux antiques emblèmes des véritables emblèmes des enfants de la lumière, et je savais encore avec quel artifice le temple consacré à la lumière, à l'égalité et aux lois éternelles de la nature avait été changé, en maints endroits, en un séjour de ténèbres, d'ignorance, de corruption, d'ambition. Et quelle ambition! L'ambition d'obtenir des cordons et rubans bleus, de s'appeler chevalier, prince et 1000 autres sottises de ce genre. Et puis le Grand Orient n'occupe-t-il pas depuis 1774 à Paris l'ancien noviciat des Jésuites, rue du Pot de Fer? Pour ajouter au trouble, en 1782, un des participants au convent de Wilhelmsbad, qui accouchera du rite écossais rectifié, avait affirmé qu'Ignace de Loyola avait fait partie de l'ordre du Temple. En Allemagne, où Frédéric II avait accueilli une partie de la diaspora noire après les diverses expulsions, les maçons, gagnés par le néo-templarisme de la stricte observance templière, se demandaient si les jésuites n'avaient pas mis la main sur la tradition templière et donc sur la franc-maçonnerie qui s'en réclamait. À cette époque, le baron von Knigge, membre d'une loge de la stricte observance, féru d'occultisme et proche du fondateur de l'ordre des Illuminés de Bavière, Adam Weishaupt, lui-même ancien élève des Jésuites, publie en français « Tentative des ex-jésuites pour rétablir en Bavière la barbarie et l'ordre des Jésuites ». Partant de l'idée que la maçonnerie avait été inventée par les Jésuites pour déstabiliser le régime hanovrien qui s'était mis en place en Angleterre et remettre les Stuarts catholiques sur le trône, ils, les Illuminati, avaient imaginé d'infiltrer les loges pour en faire l'instrument des lumières radicales dont ils se voulaient les héros. Il suffira de remarquer que la légende templière dont l'usage maçonnique date de Rancet, au moins, constituait pour les Illuminaten la preuve de la mainmise jésuitique sur l'ordre dont le symbolisme ne pouvait être rendu intelligible qu'avec cette clé, écrit Charles Porset. Infiltration jésuitique. Christopher Bode, haut dignitaire de stricte observance qui avait rejoint les Illuminaten à l'instigation de Knigge, va quant à lui développer une théorie bien plus originale que celle de l'infiltration jésuitique. Pour lui, ce sont les jésuites qui ont inventé la franc-maçonnerie en Angleterre au milieu du XVIIe siècle pour combattre le protestantisme, puis à la faveur de la chute des Stuarts se sont servis de la diaspora jacobite pour introduire des rites catholiques à travers une maçonnerie templière et écossaise afin de rétablir la suprématie de Rome. Petite parenthèse, c'est une des raisons pour laquelle on dit qu'il y a plusieurs francs-maçonneries. Ils sont pas tous d'accord, à mon avis. Favorisant le développement des hauts grades écossais et templiers, les jésuites auraient ainsi tenté de devenir les véritables maîtres de l'Europe. Délire complotiste dans une franc-maçonnerie elle-même soupçonnée de complot? La thèse, celle de Bode, comme telle n'est pas invraisemblable, écrit Charles Porset, parce qu'il n'est pas invraisemblable que les soldats du Christ aient mené sous d'autres formes une politique que la sécession protestante rendait nécessaire, puis que leur interdiction justifiait. Certes, mais les supputations de Bode nous laissent pensifs, notamment pour ce qui concerne son interprétation du mythe d'Hiram. La branche d'acacia plantée sur la tombe de l'architecte, affirme Bode, a la forme d'une triple croix, symbole des hiérarques de l'Église romaine. Et l'auteur de décrypter de la même façon tous les symboles maçonniques et particulièrement ceux des hauts grades à l'aide de la clé jésuitique. Affirmation moins paradoxale qu'il n'y paraît, écrit encore Porset, et qui au moins a le mérite de rendre intelligibles des symboles que les maçons ne comprennent pas eux-mêmes. Si nul historien ne soutient aujourd'hui que la franc-maçonnerie ait pu être initiée secrètement par les jésuites, il est par contre avéré que la Compagnie de Jésus fut et demeure, au sein de l'Église catholique, l'ordre le plus intéressé par la franc-maçonnerie, voire l'encadré que je vais vous lire. En témoigne l'abondance d'ouvrages maçonniques du Fonds des Jésuites, dit Collection des Fontaines, déposé à la Bibliothèque municipale de Lyon en 1999. Pour Michel Chaumarat, de l'Institut d'études et de recherche maçonniques en Rhône-Alpes, IDERM, il ne fait aucun doute lorsqu'on parcourt l'ensemble des titres et quelques mentions manuscrites qui figurent opportunément sur certains de ses ouvrages, que plusieurs jésuites ont eu une approche de la franc-maçonnerie sans doute autre que livresque. Donc je vous lis l'encadré. José Antonio Ferrer Benimelli, les relations entre Église et franc-maçonnerie ne changeront pas avec le pape François. José Antonio Ferrer Benimelli est un père jésuite espagnol et universitaire
qui enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Saragosse, où il dirige un centre d'études de la franc-maçonnerie. Auteur de nombreux ouvrages sur la maçonnerie espagnole, il a aussi établi une recension de plus de 5000 noms de religieux de tous ordres ayant appartenu à la franc-maçonnerie européenne au XVIIIe siècle. Il est l'un des artisans du dialogue entre l'Église et les francs-maçons dans son pays. Il exclut pour l'heure une modification des positions de l'Église dans un sens plus libéral et nous explique pourquoi. S'il est vrai que les jésuites ont toujours eu une position plus ouverte que le reste de l'Église à l'égard de la franc-maçonnerie, le fait que le pape François soit jésuite ne va rien changer dans les médias. Tout d'abord parce que le dernier document contre la franc-maçonnerie émanant de Rome a été élaboré par Benoît XVI et que l'on ne va pas le contredire tant qu'il est vivant. Ensuite, je crois qu'il y a un énorme déficit de connaissances réciproques du côté de la franc-maçonnerie comme du côté de l'Église. Les catholiques ne savent pratiquement rien de la franc-maçonnerie et les francs-maçons ne savent presque rien de l'Église. Je crois bien que le pape actuel ne fait pas exception. L'idée qu'il peut se faire de la franc-maçonnerie repose sur son expérience en Argentine et en Amérique latine, où la plupart des obédiences ont une attitude d'opposition frontale à l'égard de l'Église. L'autre grand obstacle à un dialogue plus poussé tient à l'extrême diversité de la franc-maçonnerie. Faut-il discuter avec les athées, les déistes, les spiritualistes, les chrétiens, les agnostiques ? On nous dit que les francs-maçons rejettent les dogmes, mais le rejet des dogmes peut être dogmatique. Dans le passé, les choses étaient d'une certaine façon plus simples. Quand le père Riquet fut reçu en loge à la fin des années 1950, il était clair qu'une certaine maçonnerie spiritualiste était demandeuse d'un dialogue. L'importance du catholicisme était aussi plus grande. Mais aujourd'hui, les choses sont plus complexes, ce qui n'empêche pas le dialogue, et les rencontres à titre individuel peuvent être enrichissantes. C'est ce qui se passe en Espagne, où depuis 5 ans sont organisées à Poblete dans la Manche des journées de dialogue entre maçons et catholiques auxquelles je participe. Quand les francs-maçons et les jésuites dialoguaient, sous Vichy. Sans doute y eut-il des contacts individuels entre jésuites et francs-maçons depuis le XVIIIe siècle, mais il faut attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale pour que ces relations prennent un tour non officiel, quoique public, et que la presse en fasse écho. C'est par le Frankfurter Zeitung que l'opinion allemande apprit en 1928 que depuis 2 ans se tenaient à Aix-la-Chapelle des conférences sur un rapprochement catholico-maçonnique entre de hauts dignitaires de l'ordre et les pères Gruber et Muckermann, tous deux de la Compagnie de Jésus. Du côté maçonnique se trouvaient Kurt Reichel, membre du Suprême Conseil d'Autriche, Eugen Lenhof, grand maître de la Grande Loge autrichienne, et Ossian Lang, secrétaire général de la Grande Loge de New York. Ces discussions avaient certes pour thème principal l'opportunité de mettre fin aux polémiques entre catholiques et francs-maçons, mais surtout de voir de quelle façon franc-maçonnerie et Église catholique pouvaient lutter contre le communisme. Aux frères qui lui reprochaient d'aller à Canossa s'agenouiller devant l'Église, un des dignitaires maçonniques allemands répondit « La maçonnerie exprime aujourd'hui l'ardent désir de collaborer avec l'Église contre les dangereuses forces de la Révolution qui sont alors présentes les partis radicaux, anarchistes, nihilistes, bolchevistes. » En France, tenu au courant de ces entretiens, le frère Joseph Brenier, grand maître du GODF, déclarait à son tour à Mulhouse le 27 mai 1929 « Pendant 2 siècles, notre plus dangereux ennemi fut l'Église. Il semble maintenant qu'elle reconnaisse s'être trompée de route. » Nul ne sait si c'est parce qu'il en avait reçu mission ou de sa propre initiative que le père jésuite Joseph Berthelot fit une approche discrète vers les milieux maçonniques. Celle-ci eut lieu en 1929 à l'occasion d'une conférence donnée par le père devant le Comité national d'études sociales qui comptait dans ses rangs plusieurs francs-maçons. À l'issue de la conférence, dans laquelle il fut question de collaboration de classe et de patriotisme, l'orateur rencontra plusieurs francs-maçons ayant en commun d'être des dignitaires dans les hauts grades de diverses obédiences. Parmi eux se trouvait Camille Savoir, artisan du réveil du rite écossais rectifié en France, membre du Grand Directoire des Gaules, et Albert Antoine, bibliothécaire de la Grande Loge de France, avec lesquels le père Berthelot entretint des relations étroites jusqu'à leur mort. Poète, romancier, Albert Lantoine avait été, avant la Première Guerre mondiale, membre de plusieurs loges du droit humain, avant de rejoindre la Grande Loge de France où il occupa plusieurs fonctions importantes au sein des ateliers supérieurs du REAA.
C'était un personnage haut en couleur, à la fois anarchiste, anticlérical, anticommuniste et spiritualiste. Il était très lié à Oswald Wirth, fervent occultiste proche des Rose-Croix, auteur de nombreux ouvrages sur le symbolisme. C'est à ce dernier que l'Antoine demande en 1937 de préfacer son livre « Lettre au souverain pontife », paru aux éditions du Symbolisme. Le livre, qui fit à l'époque l'effet d'un tremblement de terre dans le monde maçonnique, se présente comme un pamphlet accusatoire contre l'Église en raison de ses turpitudes tant passées que présentes, mais ouvre la porte à un dialogue, ou plutôt à une alliance morale et spirituelle pour lutter contre le communisme autant que les fascismes. La réponse ne viendra pas du pape, mais du père Berthelot, qui, dans un article de la Revue de Paris de septembre 1937, fait écho à Albert Antoine en écrivant « Devant ce raz-de-marée de matérialisme et de la violence, un certain nombre de francs-maçons effrayés en sont venus à se demander s'il n'y aura pas lieu, pour le salut du pays et de la civilisation, non pas certes de signer avec l'Église un traité d'alliance, mais de négocier avec elle une façon de trêve, d'établir avec elle un régime de paix. » Propos lénifiants dont on ne comprend que trop le sens dans ces années d'avant-guerre où, de l'Espagne à l'Europe centrale, l'Église a choisi de pactiser ouvertement avec le fascisme pour conjurer le danger communiste. 2 ans plus tard, le régime de Vichy, soutenu comme on le sait par la hiérarchie catholique, mettait un terme aux activités de la franc-maçonnerie. Pourtant, malgré les persécutions, ce qui était une catastrophe pour la majorité des francs-maçons apparut comme une divine surprise pour certains dignitaires des hauts grades. Dans son livre « Histoire et cause d'un échec », paru en 1976, édition maçonnique de France, Johannis Corneloup, qui fut grand commandeur du Grand Collège des Rites et membre du Grand Orient de France, raconte comment, à partir de 1943, il entreprit avec les frères Marcel Cauvel et Charles Riandet de la Grande Loge de France de réunir sous une même bannière spiritualiste la Grande Loge et le Grand Orient, envisageant très sérieusement pour son obédience après la guerre la réintégration du grand architecte de l'univers, à laquelle était favorable, selon Corneloup, l'ancien grand maître Arthur Groussier. Corneloup expose comment et pourquoi, en raison selon lui de la duplicité de Charles Riandet, cette tentative de rapprochement ne put aboutir. Mais il relate aussi comment il prit connaissance avec stupeur de documents qui lui furent remis après la mort de Marcel Cauvel. Quand j'ouvris le pli, j'y trouvai des copies d'une correspondance échangée du 6 janvier 42 au 19 février 44 entre le RP Berthelot, SJ, d'une part, et d'autre part Cauvel et Riandet. Que le secret fut gardé envers moi de la reprise de pourparlers touchant directement la maçonnerie pendant l'occupation, alors que nous discutions sur le même sujet, m'a paru comme un manque de confiance qui me fit tomber de haut. Je livre le fait aux réflexions de ceux qui considèrent comme invraisemblable l'existence d'une influence des jésuites sur la maçonnerie au XVIIIe siècle, surtout pour ce qui concerne les hauts grades. L'examen attentif des lettres montre que des pourparlers engagés entre Écossais et Jésuites visaient un but autrement ambitieux que les conversations que, par exemple, Wirth, l'Antoine et moi avions eues avant-guerre avec le RP Berthelot. Il s'agissait maintenant d'une union des forces spirituelles poussée jusqu'à la collaboration entre Église catholique et franc-maçonnerie. Une phrase de Riandet contient même ces mots, « se fondre ». Et c'est au comble de la stupeur que Johannis Corneloup, après avoir pris connaissance du courrier échangé entre les frères Cauvel et Riandet d'une part et le RP Berthelot, découvrit une note non signée portant des révélations aussi incroyables qu'authentiques dont il donne la teneur intégrale, je cite « Le suprême conseil de la Grande Loge de France a conçu le projet de reconstruire en France une maçonnerie d'État avec l'autorisation et l'appui des pouvoirs publics de Vichy. Le projet a commencé à être mis à exécution dès octobre 1943. Les principaux instigateurs en sont M. X, 33e degré, M. Y, 33e degré, M. Z, 33e degré, membre du mouvement synarchique d'Empire, appelé également Synarchie, et dont les membres étaient en écrasante majorité dans les cabinets ministériels constitués par le maréchal Pétain. Donc membre du mouvement synarchique d'Empire. Alors, petite parenthèse, il y a plusieurs synarchies. Là aussi, c'est un petit peu pour nous confondre, pour qu'on ne comprenne pas. Bien évidemment, il y a la synarchie, on dit d'extrême droite, d'État, qui est une révolution par le haut, donc des élites, et
qui serait en lien avec le complexe militaro-industriel. Il y a cette synarchie, mais il y a aussi la synarchie plus spiritualiste de Saint-Yves d'Alvède. Ce qui ne fait qu'ajouter à l'incompréhension de la population générale, bien sûr. Ces instigateurs commencèrent par des sondages auprès de certains de leurs confrères susceptibles de se rallier à leur plan. Ils parvinrent à rassembler un nombre de francs-maçons possédant le 33e degré, suffisant pour permettre de créer un atelier de chaque degré. Premier, loge bleue, deuxième, loge de perfection, troisième, chapitre, quatrième, conseil philosophique, cinquième, consistoire, sixième, souverain tribunal, septième, suprême conseil. Ces premières démarches réussies, les instigateurs prirent contact avec le provincial des Jésuites de Lyon, novembre 43. À la suite de cette entrevue, ils demandèrent audience à M. Pierre Laval, qu'il reçut peu après à Vichy, et leur accorda son autorisation de ministre de l'Intérieur. Un tel réveil de la franc-maçonnerie française, même après les garanties d'esprit conservateur dont l'opération s'était entourée, a produit des remous très divers dans l'opinion des partis de gouvernement. Jusqu'ici, les autorités occupantes ne lui ont accordé qu'une indifférence nuancée de suspicion. Elles n'ont toutefois pas empêché la naissance du mouvement, qui d'ailleurs ne leur est pas défavorable. Il y a lieu cependant de signaler qu'une note assez ambiguë intitulée « La France contre la maçonnerie » a été publiée dans la presse parisienne du 24 décembre 1943. Cette note était inspirée par le cabinet du maréchal Pétain. Elle constitue un désaveu du mouvement naissant. Or, ce désaveu paraît aux yeux de plusieurs comme singulier, ce projet ayant été connu dans l'entourage du maréchal depuis longtemps, et ce dernier ayant été informé de l'accord donné par le père provincial de Lyon. Il semble donc que Vichy ait voulu désengager sa responsabilité d'une entreprise qui a toutefois, et de ce fait, sa propre approbation. Donc, petite parenthèse, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Ça pourrait vouloir dire que publiquement, on se désengage, mais en réalité, il n'en est rien. C'est pour maintenir les apparences. Peut-être que le Canard enchaîné faisait déjà des enquêtes, je ne sais pas, Le contenu de cette stupéfiante note qui pourrait être un blanc des renseignements généraux destinés à l'un de ces cabinets noirs qui abondaient sous Vichy, à moins que le destinataire n'en fût le réseau de résistance maçonnique, Patriam Recuperare, n'est remis en cause par aucun des historiens de la franc-maçonnerie qui s'y sont intéressés. Et ce sombre épisode laisse pendante la question de l'influence séculaire de la Compagnie de Jésus dans les hauts grades de la franc-maçonnerie, qui, dans certains de leurs symboles, procèdent d'une spiritualité catholique d'essence aristocratique, en opposition avec l'esprit protestant andersonien et démocratique des loges bleues. Des jésuites bretons, aux sources de la maçonnerie française. Jésuites, francs-maçons, deux termes rarement associés, sauf par les adeptes du fantasme complotiste ou à un Umberto Eco dans le cimetière de Prague. Deux termes rarement associés, certes, et pourtant, quantité d'éléments laisserait entendre qu'il y aurait peut-être, et même sans doute, à creuser la question des liens réels ou supposés entre la franc-maçonnerie et la Compagnie de Jésus, par Francis Moret. Alors, petite parenthèse, ne vous étonnez pas des termes complotistes, etc. Ne vous étonnez pas, puisque les auteurs sont des francs-maçons, donc il y a forcément ce vocable de délire complotiste, etc. En fait, ça ne les empêche pas de dire, mais ça reste intéressant de creuser la question des liens réels supposés entre la franc-maçonnerie et la Compagnie de Jésus, donc bon, voilà. Fréquemment, dans les recoins les plus obscurs de la franc-maçonnerie, obscurs parce que moins explorés, il n'est pas rare de croiser l'ombre des jésuites. Des jésuites qui, avant de se voir rebaptisés de ce surnom, s'appelaient surtout entre eux compagnons. Assurément, l'éventualité de connexion réelle jésuite-maçon aurait de quoi irriter de part et d'autre, d'où en partie ce chantier de recherche quasiment laissé en friche, et cette histoire restant largement à écrire. De ce point de vue, l'étude particulière de l'éventuel impact qu'ont pu avoir les missionnaires de la Compagnie en Bretagne, au XVIIe-XVIIIe siècle, sur la future maçonnerie en gestation, et notamment sur la méthodologie des tableaux de loge, ne manquerait pas de résonance avec notre sujet. Former la société de demain. Il n'est pas le lieu de s'intéresser ici spécifiquement aux prémices de la franc-maçonnerie en Bretagne dès la fin du XVIIe siècle, que les ouvrages d'André Kervela notamment ont pu mettre en lumière, en particulier aux origines de la franc-maçonnerie française, exilés britanniques et gentilshommes bretons,
Néanmoins, pour la question qui nous occupe, on ne peut déjà que relever qu'un très grand nombre de francs-maçons ou leurs enfants furent élevés des collèges jésuites de Quimper d'abord, ouverts en 1621, puis de Brest, qui ouvre un peu plus tard, 1686. Dans le contexte particulier de ce balbutiement de la maçonnerie, à la charnière XVIIe siècle, XVIIIe siècle, puis dans les premières années de ce dernier, la pédagogie et la méthodologie, très théâtralisées, ignatiennes, au moins, à défaut de la doctrine, n'ont-elles pas eu quelque influence sur ces hommes qui seront amenés à compter dans la société de leur temps ? Certes, à cette époque, la Compagnie de Jésus administrait une part considérable des collèges et formait ainsi une certaine élite bourgeoise dans toute la France, la noblesse se réservant davantage à la virile carrière des armes qu'au jeu amollissant de l'esprit. Mais il est incontestable que cette formation jésuite revêtit une dimension considérable en Bretagne, et cela d'autant plus en ce qui concerne la maçonnerie que cette petite bourgeoisie marchande va exercer un pouvoir important autour de l'armement des ports et donc au sein des premières loges du Ponant. Des jésuites de choc. Sans qu'il l'ait véritablement inventé dans sa pratique, les jésuites ont spécifiquement élevé l'inculturation en principe d'action et l'ont structurée. L'inculturation, c'est l'idée d'introduire ses propres philosophies dans une culture tierce donnée, en faisant mine d'adopter cette dernière, de vivre avec le peuple au plus près de lui. Petite parenthèse, ça fait un petit peu penser à la technique du gouvernement actuel, qui est très jésuite dans sa façon de fonctionner d'ailleurs. En somme, pourrait dire les Asiatiques qui seront parmi les premières cibles de cette inculturation, chevaucher le tigre, épouser au plus près les pratiques d'un peuple pour mieux le transformer. Donc là, on fait référence aux missionnaires jésuites en Chine. Dans l'esprit de la transformation et de l'inculturation, le grand œuvre des jésuites, ce sera l'éducation. Les jésuites vont se révéler des maîtres en matière d'innovation et d'ingénierie pédagogique. Pour arriver à leur fin, la fin justifiant les moyens, dit l'adage jésuite bien connu, ils se montreront très novateurs, voire révolutionnaires. Par exemple, grande nouveauté pour l'époque, les collèges jésuites seront gratuits et le resteront jusqu'à la suppression momentanée de l'ordre en 1763. Seulement si les jésuites accordaient une attention particulière à cette population éduquée, potentiellement influente un jour, certains d'entre eux, même s'ils n'étaient pas les plus nombreux, n'en oubliaient pas les petites gens, cela va spécifiquement être le cas en Bretagne, qui, on le sait, entretient un rapport particulier à la religion. Au XVIIe siècle, notre Bretagne française fut tout à fait conquise par les habitudes jésuitiques et le genre de piété du reste du monde. Jusque-là, la religion y avait eu un caractère absolument à part, écrivait Ernest Renan. Au cœur de ce dispositif, on trouve notamment un personnage hors du commun, le père jésuite Julien Monoir, 1606-1683, Artad Mad, le bon père, Monoir le bienheureux, Monoir l'excessif, l'homme du toujours plus, un homme de paradoxe en tout cas, qui est de ceux que l'on exècre ou que l'on encense sans nuance. Mais il n'y aurait pas eu de Monoir sans son maître Michel le Nobletz, 1577-1552. Celui-ci a un côté Jean-Baptiste certain, celui de l'ermite exalté prêchant dans le désert à des foules interloquées plus que fascinées. Pour paraphraser Jean 3,30, il y a dans la relation le Nobletz-Monoir un écho de l'exclamation du Baptiste. Il fallait que lui, Monoir, croisse et que lui, le Nobletz, diminue. Dans le binôme le Nobletz-Monoir, le premier va indubitablement être l'inspirateur quand le second sera le maître d'œuvre. Ce dernier ne fera que donner, somme toute, qu'une ampleur particulière à l'œuvre née dans l'esprit de son maître. Le Nobletz avait défriché et labouré, Monoir sèmera, récoltera. Les Taolénous, ancêtres des tableaux de loge, on dispose de peu d'éléments sur la vie de Michel le Nobletz en dehors du propos hagiographique de Monoir, son biographe. Mais ce qui va surtout retenir notre attention, c'est son invention d'un procédé pédagogique original, les Taolénous, afin d'édifier et frapper les esprits d'une population globalement inculte et incline à craindre l'irrationnel. Il élabore en effet ces outils pédagogiques innovants à base d'illustrations. Ces tableaux de mission, sorte de grandes bandes dessinées propres à faire comprendre la juste voie d'un bon chrétien. On dénombre quelques dizaines de ces tableaux qu'il a conçus et que l'on peut scinder en deux catégories. La première déclinait les thèmes les plus aisément compréhensibles, sur le bien et le mal, les voies trouvées pour gagner le paradis, Arbaradoz, les menaces infernales.
avec des noms comme Vie de notre Seigneur, Table du Paternoster, de l'Enfer, des 7 péchés mortels, de la Passion. La seconde catégorie était d'un abord plus ardu, avec un contenu beaucoup plus ésotérique, pour ne pas dire hermétique, avec des intitulés comme Les 3 arbres, le chevalier errant, les 6 cités du refuge. On ne peut s'empêcher de noter une véritable ressemblance, tant formelle et graphique que méthodologique, entre ces tableaux de mission peints sur peau, toile ou plaque de bois et les futurs tableaux ou tapis de loge de franc-maçonnerie. On pourrait presque aller jusqu'à voir un parallèle entre les Tao Lé Nou, les plus simples de la première catégorie, et les tableaux des loges symboliques, 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie, et d'autre part entre les plus complexes de la seconde catégorie et les degrés supérieurs de la maçonnerie à dimension chevaleresque. En outre, les uns comme les autres étaient associés à des catéchismes élémentaires par question-réponse. Il serait aisé de voir une filiation entre ces Tao Lé Nou et les tableaux de loge maçonniques. D'autant plus que l'usage de ces derniers va d'abord être une pratique continentale plus qu'anglo-saxonne. L'Angleterre ne se dotera de véritables tableaux de loge que beaucoup plus tard, et encore auront-ils une forme quelque peu différente. Évangélisation à grand spectacle. Raillé, l'idéaliste Le Nobletz, Arbélec folle, le curé fou, se mettra tout le monde à dos. Monoir, pragmatique et stratège, aura rapidement compris que les méthodes d'orfèvre de son mentor le condamnaient à une audience limitée, et que s'il voulait toucher le plus grand nombre, il allait devoir passer une production plus intensive. En termes cinéphilo-modernes, on pourra dire que du cinéma d'auteur, il opta pour la réalisation de blockbusters. Et c'est très exactement ce qu'il va faire avec ses mises en scène grandioses. À la qualité de son maître, il préfère la quantité. C'est à partir de 1640 que va vraisemblablement commencer l'œuvre missionnaire de Monoir. Il part sur les routes. Le Nobletz lui a légué ses Tao Lé Nou, ses cahiers et modes d'emploi, ses livres, sa baguette, dont Manoir s'est joué de cet instrument paré de pouvoir magique, sa clochette. Le Nobletz cheminait quasi seul. Monoir se retrouve à la tête d'une petite armée de prêtres et même de femmes catéchistes, dévoués à sa cause, tels des chevaliers errants, pour reprendre le titre d'un des Tao Lé Nou les plus énigmatiques quant au sens profond. Pendant plus de 42 ans, l'homme du toujours plus, selon l'un de ses surnoms, ne va cesser d'évangéliser. Monoir structure ses missions, qui durent de 3 à 4 semaines, de manière très militaire. Très vite, il acquiert le sens de la mise en scène. Il fourmille de trouvailles liturgiques, sait user et abuser des artifices, et ça marche. Il draine les foules, tant comme spectateurs que comme collaborateurs. On vient frissonner, s'extasier, chanter, accessoirement prier, mais que prie-t-on ? Le merveilleux est partout. Comme dans le culte de jadis. Il a des apparitions et des miracles plus ou moins mis en scène. Des malades guérissent, les sourds recouvrent l'ouïe, les aveugles la vue, les muets la parole, les paralytiques marchent. Tout est fait pour frapper les esprits vite et fort, à l'aide de toutes les astuces de la mise en scène émotionnelle. Pierre Jacques-Elias, dans son livre célèbre Le cheval d'orgueil, a décrit l'effet saisissant que produisait encore sur un enfant du début du XXe siècle les tables, Tao Lé Nou, du père Monoir. À la fin de sa vie, près de 1000 prêtres le suivent, et dans ses missions, il est toujours accompagné de 20 à 40 assistants. Avec Monoir, les chiffres sont de fait très vite étourdissants. En une seule année, 1641, raconte-t-il, il aurait fait 3000 conversions. Il y avait donc à convertir dans un pays réputé catholique à 99%, et 40 000 personnes instruites, et 1641, c'est à peine le départ de ses missions. Au terme de sa vie, en 1683, il aura accompli 439 missions touchant plus de 400 000 personnes. Si les chiffres sont exacts, il ne put qu'avoir un impact sur les populations bretonnes, que ce soit d'influence ou de rejet, d'admiration ou de répulsion. Bien qu'on l'associe souvent à ceci, Monoir ne sera finalement pas beaucoup servi dans Tao Lé Nou, sauf dans un sens de filiation affective avec le Nobletz. Pour Monoir, les tableaux ne permettent méthodologiquement qu'une transmission d'informations à trop peu de personnes à la fois. Mais il en reconnaît tout à fait la vertu pédagogique et en quelque sorte, ces spectacles et mises en scène grandioses sont de véritables Tao Lé Nou vivants. Par ailleurs, il a laissé des traces dans le paysage breton qui reprennent également le processus pédagogique des tableaux. On peut penser ainsi aux sculptures du menhir de Saint-Uzec en pleumeur baudou, christianisées en 1674 lors d'une mission de Monoir, qui sont d'authentiques Tao Lé Nou de pierre, et qui encore une fois rappellent étonnamment, y compris par les symboles utilisés,
les futurs tableaux de loge. Bien évidemment, en l'état, il n'est de nouveau pas possible d'établir de filiation certaine entre tableau de mission et tableau de loge. Il n'est possible que de remarquer une étonnante similitude d'utilisation et de forme, et de se rappeler, a fortiori si les jésuites ont pu intégrer les rangs de la franc-maçonnerie, une possible connexion entre les futurs utilisateurs, voire concepteurs, des tableaux de loge et leur éducation jésuite en Bretagne au plus fort de l'utilisation massive et spectaculaire des taolénous. Voilà, c'est la fin de ce dossier. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.